Voilà, donc ici une autre vidéo, toujours concernant le même exercice que précédemment. C'est le même, tout à fait le même exercice que la vidéo juste précédente. Donc on a dans un plan soit trois droites de même direction delta. S et D sont deux autres droites n'ayant pas la direction de delta. S coupe les parallèles en S1, S2, S3 et D en D1, D2, D3. Si DI SI, DI a la même direction que la delta, soit IJK, une des permutations des indices 1, 2, 3, alors SI, SJ, SK est égal à, bien sûr, vous aurez compris, DI, DJ, DK. Voilà, c'est ce qu'il faut un petit peu entrevoir la chose. Bon, précédemment, je vais refaire le contexte. Précédemment, j'avais vu que les droites étaient parallèles, mais ici, je prends des droites non parallèles. Donc, ça va changer un petit peu, si vous voulez, la donne. Donc, on va mettre le contexte de l'énoncé. Dans un plan, ben voilà, mon plan il est fixé, soit trois droites de même direction. Donc, c'est trois droites parallèles. Donc, j'ai D1 parallèle à D2 et parallèle à, si vous voulez, D3. Donc, dans un plan, soit trois droites, c'est fait. De même direction, elles sont parallèles. Voilà. S et D sont deux autres droites n'ayant pas la direction delta. Donc, voilà. Et c'est ça que je disais. Auparavant, j'ai pris le cas de figure où S et D étaient parallèles. Et là, S et D ne sont plus parallèles. Donc, je vais faire en sorte que S et D sont comme ceci. Voilà, S et voilà D. Voilà. Auparavant, j'avais calculé pour que tout soit parallèle. Voilà, donc S et D sont deux autres droites n'ayant pas la direction delta, c'est le cas. C'est le cas, ils n'ont pas la direction delta, puisque D1, D2, D3 ont pour direction delta, mais celles-ci, bon, elles sont séquentes aux trois droites, donc fatalement, ces deux droites-là n'ont pas la direction delta. Bon, ça c'est fait. S coupe les parallèles en S1, S2, S3, et D coupe les parallèles en D1, D2, D3. Donc on aura ici S1, S coupe en S1, S2, je respecte les indices. D1, ce sera S1, D2, S2, et D3, S3. Idem pour D coupe en D1, D2, D3. Coupe en D1, D2, et enfin D3. Alors, SIDI à la direction de delta. C'est exact. SIDI à la direction delta. S2, S1, D1, S2, S2, S3, D3 à la direction de D3. Parce que S3 et D3 sont sur la droite. S2, D2 sont sur la droite. S1, D1 sont sur la droite, fatalement. Donc, ils sont quelque part, ce sont des points situés sur la droite. Donc, ils ont la direction delta. Et S1, D1 forme une droite. Et cette droite-là est confondue avec la droite de D1 de direction delta pour S1, D1. S2, D2 forme une droite qui est, comme S2 est sur D2, D2 est sur D2, grand D2 est sur D2, grand S2 est sur D2, donc la droite S2, D2 est sur D2. Donc fatalement, la droite S2, D2 elle aura, comme elle est confondue avec D2, elle a la même direction que D2. Et c'est valable pour le même raisonnement est valable pour S1, D1 et S3, D3. Donc c'est pour ça qu'ils ont SI, DI ont les mêmes directions que la direction delta. Voilà, soit IJK une permutation cyclique des indices 1, 2, 3, alors SI, SJ, SK est égal à DI, DJ, DK, et c'est ce qu'il faut montrer en fait. Voilà. Donc je rappelle qu'une permutation cyclique, en fait c'est, il faut écrire 1, 1, 2, 2. Ouais, donc ici, attention que SI doit correspondre au DI, SJ, DJ, SK, DK. Voilà. Et les permutations cycliques, je vais lui montrer comment on les trouve. Je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, mais je remonte. Là, ça fait, vous marquez 1, 1, 2, 2, 3, 3. On a factoriel de 3, ce qui fait 6, hein, 6 possibilités. Hein, dont 2, vous commencez par 1, 2 par 2 et 2 par 3. Pourquoi
on utilise les factoriels parce que j'ai 3 cases, et sur ces 3 cases-là, je vais mettre des nombres correspondant au nombre de cases. J'ai le même nombre de cases que les nombres que je dois placer. Donc fatalement, ce sont des factoriels que je vais utiliser, c'est-à-dire des permutations. Bon, alors comment écrire la permutation? Il y en a deux qui vont commencer par 1, 2 par 2 et 2 par 3. Alors si je commence par 1, on a la possibilité de... Bon, si je mets un nombre ici, si j'ai 3 possibilités, 3 valeurs possibles, ben ici je n'ai que 3 possibilités, ici il m'en restera plus que 2 et là plus que 1. Donc ce qui fait 3 fois 2 fois 1, ce qui fait 6 possibilités. C'est une autre manière de voir les choses. Bon, si je mets 1 par exemple, il me restera, je peux mettre 2, 3 ou 3, 2. Si je mets 2, peux mettre 1, 3 ou 3, 1. Si je mets 3, je peux mettre 3, 1 ou 3, 3, 1, 2 ou 2, 1. Voilà. Et ça, on a fait toutes les permutations possibles. Et en fait, cyclique, pourquoi? Parce que si je mets 1 ici, bon, il y a deux cas de figure. Je peux tourner soit dans le sens entérologique, hein, en sens conventionnel qui serait peut-être un sens plus, et là, sens horlogique, hein, sens conventionnel moins, eh bien, j'ai deux possibilités. Si je mets le 1 et que je place le 2 et 3 ici, eh bien, je peux parcourir soit dans le sens entérologique 1, 2, 3, c'est ce que j'ai ici, ou 1, 3, 2. 1, 3, 2, en commençant par le 1. Si je commence par le 2, je peux faire 2, 1, 3, 2, 1, 3, ou 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ouais. Si j'ai 3, ben, je peux mettre 3, 1, 2, ou 3, 2, 1. Bon, vous voyez, on peut résumer la chose par une permutation cyclique comme ceci. Bon, il n'y a pas besoin de faire ça parce qu'il y a très peu d'éléments ici, donc c'est pas un problème pour faire ça. Ceci étant dit, donc les S, ce sera, je dois écrire les rapports de section par rapport au point S, S1, S1, S2, S2, S3, S3, S2, S3, S1, S3, S1, S2, virgule, S3, voilà le premier rapport de section, S3, S2, voilà le second rapport de section, S1, S2, S3, troisième rapport de section, S2, S3, S1, quatrième rapport de section, S2 ici, cinquième, et le sixième rapport de section, S1. Voilà, je l'ai. Il faut démontrer qu'à chaque fois, mais ça fait D1, D2, ça doit être égal. On va montrer ça, que ça fait justement que ça vaut par exemple D1, D2, D3, par exemple. On va le montrer. Comment montrer ça? Ben, tout simplement, ici, on sait bien que ça, c'est une écriture qui veut dire S1, S3, il existe un alpha unique. Je vais le prendre par différents zéros, hein, lambda appartenant à R sauf 0, parce que là j'aurai un point, ici comme on a des points distincts, il n'y a pas de problème. Donc S1, S3 sur S3, S2. Voilà. Donc ça veut dire qu'il existe un rapport entre le vecteur S3, S2 et S1, S3. Voilà, et ce rapport est unique et vaut pour coefficient lambda. Il est proportionnel. Voilà. Il est proportionnel. Ça veut déjà dire aussi qu'il soit aligné. Hein. Bon, s'il est proportionnel, c'est que c'est aligné. Ça veut dire que c'est un S3, S2, S3 sont alignés. Ils sont sur une même droite. Et il existe un rapport qu'on appelle rapport de section. Voilà, ça c'est une chose. Mais maintenant, on peut entrevoir ça comme ceci. Non pas comme je veux dire une division vectorielle, mais plutôt par quel est le rapport, faut-il multiplier le vecteur dénominateur pour obtenir le vecteur numérateur. Et ce coefficient-là, pour multiplier le vecteur dénominateur pour avoir le vecteur numérateur, le coefficient est unique et vaut lambda qui appartient à R sauf 0. Voilà, donc en fait ici il ne s'agit pas d'un rapport vectoriel, hein. C'est pas une division vectorielle, mais c'est juste une vue d'esprit. Voilà. Sinon ce serait un abus d'écriture d'écrire ça, sachant qu'en plus en termes de distance, ça s'écrirait S1, S3 sur bien sûr S2, S3. Il y aurait bien sûr des moins qui apparaîtraient, qui se simplifieraient par la force des choses, parce que ici tout va dépendre, le lambda va être peut-être aussi bien positif que négatif. Ça, il faut aller voir la théorie sur le rapport de section, en fonction de la situation des points, comment sont-ils placés l'un par rapport à l'autre, s'il y a un point à l'intérieur de deux autres, ou s'il y a un point à l'extérieur de deux autres, s'il est situé à droite ou à gauche des deux points à l'extérieur, voilà, tout va dépendre du signe. Il peut y avoir des plus comme il peut y avoir des moins. Voilà.
Voilà. Donc de toute façon, il y aura une simplification au niveau des distances. Et alors, on peut écrire en termes de distance ceci. S1, S3 sur S2, S3. Donc celui-ci reviendrait à écrire S1, S3 sur S3, S2. Celui-ci reviendrait à écrire S1, S2 en termes de distance sur S2, S3. Celui-ci, en termes de distance, S3, S2, S3 sur S3, S1. S1, S2, S2, S1, S2, S1 sur S1, S3. Bon, je vais écrire en autre couleur pour ne pas confondre avec quand ça commence à s'écraser ici. S2, S3, S2 sur S2, S1. Et enfin le dernier, S3, S1 sur S1, S2. Voilà. Alors maintenant, venons voir notre petit dessin. S1, S3 sur S3, S2. S1, S1, S3. S1, S3, je vais l'appeler, si ça c'est la distance A, ça c'est la distance B, hein, S2, S1, la distance B, ben, S1, S3, la distance A plus B. Donc, S1, S3 est la distance A plus B. Voilà. S3, S1, S3. S3, S2, c'est la distance A. S1, S2. S1, S2, c'est la distance B. S2, S3. S1, S2, distance B. S2, S3, distance A. Voilà, donc ça c'est le lambda. On aura alpha ici. Bêta, ça vaut bêta. S2, S3, c'est A. Sur S3, S1. S2, S3. S2, S3 sur... Non, oui, S2, S3, c'est A. S3, S1, c'est la somme. Donc S2, S3, c'est A sur la somme. C'est A sur la somme, ce qui fait 1 sur alpha. S2, S1. S2, S1 sur S1, S3. S1, S2, B. S1, S3, c'est la somme. A plus B, et ça je vais l'appeler par exemple gamma. Alors, S2, S3. S2, S3, c'est A. S2, S3, S2, S1, B. C'est A sur B. A sur B, c'est 1 sur bêta. Et enfin le dernier, S3, S1 sur S1, S2. Logiquement, on doit trouver, bien sûr, vous aurez compris, G alpha 1 sur alpha, j'ai son inverse. G bêta 1 sur bêta, je dois trouver, bien sûr, l'inverse de gamma. Voyons voir, S1, S3, effectivement, on le voit ici, S1, S3, S1, S3. Ça, c'est A plus B. Voilà, S2, S1, S2, S1, c'est bien B, ce qui fait bien 1 sur gamma. Voilà. Bon, quid pour D1, D. Là, ça correspond, bien sûr, pour avoir A plus B sur A, par rapport au D, ben, vous comprendrez que pour avoir A plus B c'est D1, D3 sur le A qui vaut D2, D3. Parce que c'est des rapports de Thalès, hein, en fait. Hein. Si on a des rapports de Thalès, donc fatalement, on aura, ça c'est égal à D1, D3 sur D3, D2, ce qui veut dire qu'on a bien
D1, D2, virgule, D3. Ceci correspond à D1 en rapport de section, D1, D2, D3 en termes de distance. Bon, celui-ci, je peux écrire que c'est D1 sur D2 sur D2, D3, c'est-à-dire que j'ai D1, D3, virgule, D2. Ici, ça correspond à D2, D3 sur D3, D1. Donc, ce qui veut dire qu'on a D2, D1, virgule, D3. Ici, on a D2, D1 en termes sur D1, D3, ce qui veut dire qu'on a D2, D3, virgule, D1. Celui-ci, on aura D3, D2 sur D2, D1 est égal à, bien sûr, D3, D1, virgule, D2. En rapport de section, voilà, et le dernier, bon, c'est D3, D1 sur D1, D2 est égal à D3, D2, virgule, D1. Et dans tous les cas de figure, hein, ce qui dénote bien que ce soit que quand ce soit parallèle ou non parallèle, on s'en fout. Hein, parce qu'ici, j'ai pris la démonstration pour de droite SCD non parallèle, mais la vidéo précédente, je sais pas. Eh bien, on dénote que quand on a S1, 1, 2, 3, on a D1, 2, 3. Quand on a S1, 3, 2, en rapport de... Attention que tout ça, c'est des rapports de section, tout comme ceux-ci sont des rapports de section. Hein. Quand on a S1, S3, S2, on aura D1, D3, D2, S2, 1, S2, 1, 3, on aura D2, 1, 3, S2, 3, 1, D2, 3, 1, S3, 1, 2, D3, 1, 2, S3, 2, 1 et D3, 2, 1. Donc, ce qui dénote bien que si on veut généraliser, SI, SJ, SK est égal à DI, DJ, DK. Hein, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Hein. On a, voilà, avec I, J et K, bon, qui valent 1, 2, 3. Hein. I peut valoir 1, 2, 3, J, 1, 2, 3, et K peut valoir 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on a une quelconque des 6 permutations, dire des indices, si vous voulez, 1, 2, 3. Bon, et alors, tout ça, pourquoi j'ai su écrire ça? Auparavant, c'était facile quand c'était parallèle. J'avais des parallélogrammes, c'était assez simple. Bon, mais quand c'est non parallèle comme ceci, bon, on a des rapports de Thalès. C'est Thalès qui vient nous aider. C'est Thalès qui vient nous aider. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, que ce soit des droites parallèles comme ceci, que j'ai à couper parallèlement, comme ceci, ou que je ne coupe pas parallèlement, que je viens couper comme ceci, dans tous les cas de figure, j'aurai voilà, des rapports de section. On aura ce qu'on appelle une invariance du rapport de section. Le rapport de section, en fait, ne variera pas. Ne variera pas. Je veux dire, on a une invariance des, comment on appelle ça, des rapports de section par ce qu'on appelle une projection parallèle. Voilà, par projection parallèle, j'aurai une invariance voilà, du rapport de section. Donc le rapport de section ne va pas varier. Donc si je fais ceci, voilà que je me retrouve encore avec ceci. Peu importe, je veux dire, les points où ils vont se situer. Si je fais ceci maintenant, voilà, j'aurai ceci. Donc, que les droites soient parallèles et SCD, ça c'est bien sûr, vous aurez compris que c'est les droites SCD. Là, elles doivent être absolument parallèles, hein, D1, D2, D3, doivent être absolument parallèles pour avoir ce que je vous explique. Voilà. Et dans ces cas-là,
Attention qu'ici il y a un point particulier, parce qu'il y a un point qui est sur le, voilà, sur le, comment on appelle ça, sur une des droites, hein. Bon, peut-être dessus, à l'extérieur, voilà, là-bas. De toute façon, le rapport de section, il sera toujours, on va dire, le même. Voilà. Ici, je peux faire le rapport de ça sur ça est égal au rapport de ça sur ça. Le rapport de celui-là sur celui-là, le rapport de celui-là sur celui-là vaudra le rapport de celui-là sur celui-là. Et alors, dans ces quatre figures-là, on peut écrire tout et n'importe quoi aussi, hein. Enfin, au niveau des proportionnalités, si j'appelle x1 là x2 pour celui-là, par exemple, pour lui, je vais l'appeler, voilà, y1. Je vais prendre pour lui cette droite-là, y1, y2. Alors, on sait bien que si je fais x1 sur x2, mais ça vaudra, si je fais le petit là divisé par celui-là, ça vaudra y1 divisé par y2. Donc ça me permet d'écrire quoi? Que y1 sur x1, y1 sur x1 est égal à y2 sur x2. Vous voyez, il y a des rapports qui vont se réécrire autrement. Donc ça veut dire que celui-là, le petit là divisé par le grand là, vaut n'importe lequel qui est situé sur les parallèles. Je peux savoir. Celui-là sur celui-là, c'est celui-là sur celui-là. C'est égal aussi à celui-là sur celui-là. C'est égal au rapport de celui-là sur celui-là, c'est égal au rapport de celui-là sur celui-là, c'est égal au rapport de celui-là sur celui-là. On est bien d'accord. Maintenant, si je fais lui divisé par... Donc si je prends y1 maintenant, y1, c'est celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Si je fais celui-là divisé par celui-là, qui est connu, ben, y1, qui est un autre, rapport là, y1 divisé par x1, vaudra le rapport de du y2 ici sur x2, du y2 ici sur x2, du y2 ici sur x2. Alors, ça divisé par ça, ça fait ça divisé par ça, c'est ça que je veux dire. Ça divisé par ça, ça fait ça divisé par ça. Mais si je fais x1 divisé par x1 plus x2, mais ça fera y1 divisé par y1 plus y2. y1 divisé par y2. y1 divisé par y1 plus y2. x1 divisé par x1 plus x2, ça fait y1 divisé par y1 plus y2. Donc x1 sur la somme des x vaut y sur la somme des y. Voilà, et dans toute, je veux dire, par une coupure comme ça, je veux dire, on peut, je veux dire, trouver n'importe quelle valeur, dire, d'un segment qui est coupé, attention, et je le dis bien, et je répète, par des droites parallèles. Attention que là, D1, D2, D3 ont la même direction delta, ça veut dire que D1 parallèle à D2, parallèle à D3. On a ces rapports-là si on coupe par des parallèles, hein, parce que bon, fatalement, si on coupe pas, voilà, ici, si j'ai un segment, je prends un segment, comme ceci, j'en prends deux. Voilà, j'en prends deux. Je viens couper par voilà, par deux lignes parallèles. Je dirais même trois lignes, parce que pour avoir des rapports de segments, il faut trois lignes. Voilà, il en faut trois, parce qu'avec deux, je ne sais pas faire de rapports. Hein. Voilà, il faut faire des rapports, bien sûr. Voilà, je peux en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, autant que vous voulez, faire autant de rapports que je veux. Mais ici, il en faut au moins minimum 3 droites. Hein. Vous comprendrez qu'avec une seule droite, je ne sais pas faire de rapport. Hein. Voilà. Donc là, je peux faire des rapports de segments. Voilà. Ceci étant dit, ce n'est valable que quand on a des parallèles, vous comprendrez. Parce que si maintenant, imaginez que je prenne D1, D2, D3, j'ai toujours ces deux droites séquentes là qui sont construites. Quand j'avais les trois droites parallèles, j'aurais des rapports de section, je veux dire, voilà, proportionnels et égaux, des rapports de section égaux. Alors, maintenant, j'ai S et D qui sont là, petit s et petit d. Maintenant, imaginez-vous que je trace une droite comme ceci, une droite comme ça. Bon, vous n'allez pas me trouver des rapports là-dessus, hein, n'allez pas me trouver des rapports là-dessus, ça n'a plus rien à voir. On peut trouver des rapports uniquement si on a des triangles semblables. Bon, mais c'est pas dit qu'on en est. C'est pas dit qu'on en est. Là, à ce moment-là, je peux retrouver des rapports pour autant que j'ai des triangles semblables. Mais si j'ai pas de triangle semblable, ben, n'allez pas chercher des rapports. Donc, j'aurai des rapports si j'aurai des jeux de parallèles, voilà, ou si j'ai des triangles semblables. Voilà. Et d'ailleurs, ma première vidéo concernait des jeux de parallèles. Et la seconde vidéo concernait des triangles semblables. Voilà. Donc, bien sûr, les triangles semblables,
bon, peut se construire sur base de parallèles, mais pas forcément. On peut retrouver des triangles semblables sans, sans forcément avoir des parallèles. On peut avoir des jeux de correspondance d'angles qui font qu'on a des triangles semblables. Voilà. Mais bon, n'allez pas entrevoir directement les triangles semblables par des jeux de parallèles. Non, on peut avoir des triangles semblables par des angles correspondants qui font intervenir des triangles semblables. Bon, mais tout ça pour vous dire que pour avoir des rapports, il faut soit un jeu de parallèles ou des triangles semblables provenant de jeux de parallèles ou de triangles semblables provenant d'angles correspondants. Voilà. Mais n'allez pas faire n'importe quoi, allez trouver des rapports de segments, parce que vous n'en trouverez pas, puisque justement, si vous faites tout n'importe comment, fatalement, vous n'allez pas retrouver des rapports de section, dire identiques, puisque tout était fait n'importe comment. S'il y a des rapports de section identiques, c'est parce qu'en fait, justement, il y a une construction de rapports proportionnels, parce qu'il y a justement une construction faite, je veux dire, de manière géométrique qui fait en sorte que des rapports sont conservés. On a une conservation des rapports, voilà, par homothétie, par ce que vous voulez, mais bon, il y a une conservation des rapports. Et pour avoir une conservation des rapports, là, ça peut engendrer des rapports de section, je veux dire, identiques. Mais si vous dessinez n'importe quoi, vous n'allez pas trouver des rapports. Sauf s'il y a une construction, je veux dire, qui tourne autour de propriétés géométriques qui vont vous donner, je veux dire, des propriétés géométriques établies qui seront prises en tant qu'hypothèse et que vous démontrerez qu'il y a des rapports par démonstration. Voilà. Donc, les rapports proviendront parce qu'il existe à la base des propriétés géométriques qui font en sorte qu'on a des rapports. Parce que en construisant n'importe comment, aller chercher, je vais tracer n'importe comment, à moins d'avoir de la chance de bien tracer quelque chose avec des propriétés cachées derrière, je trouverai des rapports. Mais si vous faites un tracé n'importe comment, mais fatalement, vous ne trouverez pas à aucun moment des rapports, à aucun moment. Si vous n'avez pas fait, sauf si vous n'avez pas fait exprès d'avoir des rapports. Je vous dis, si vous pouvez faire une construction, trouver des rapports et, avoir eu la chance, je veux dire, de tomber sur des rapports tout en ne faisant pas exprès, c'est ça que je veux dire. Mais maintenant, si vous faites une construction avec des propriétés, fatalement, vous allez retrouver, si vous retrouvez des rapports, c'est tout à fait logique, parce qu'il y a des propriétés cachées derrière. Voilà, il y a des propriétés cachées derrière. Mais maintenant, si vous avez des propriétés qui sont, je veux dire, utilisées en tant qu'hypothèse de construction, fatalement, vous allez retrouver dans un jeu de rapports et il n'y a rien de, je veux dire, de spécial à trouver des rapports, vu que ça provient déjà à la base de propriétés spécifiques, d'homothétie, de parallélisme, voilà, de parallélisme, etc. Donc je veux dire, ce sont on va dire des propriétés, beaucoup de propriétés qui vont interagir en tant que propriétés conservatives, conservatives de distance, conservatives des angles. Donc voilà, proportionnelles, telles que l'homothétie. Proportionnelle, voilà, l'homothétie, le rapport K. Et bon, si vous avez un triangle, il y a trois rapports d'homothétie, ben, c'est les triangles semblables. Voilà, on a trois rapports d'homothétie, on a triangle semblable, puisque les rapports sont, ils sont tous les trois dans le même rapport. Donc fatalement, on a des triangles semblables. Triangle semblable provient pour le fait qu'on a déjà des rapports d'homothétie de grandeur qui sont les mêmes pour trois segments. Trois segments, voilà. Trois segments sont dans un... Trois points, on va dire que trois points formant des segments. Trois points, on va dire deux points formant segment et un point à l'intérieur ou à l'extérieur du segment, hein, je veux dire, s'ils sont placés judicieusement, mais seront dans des rapports d'homothétie, je veux dire, constants, et donc fatalement donneront justement ces fameux rapports d'homothétie de triangles semblables. Puisque là, il y aura trois segments, et les trois segments sont dans un même rapport. Voilà. Et donc, pour avoir ça, ben, il faut certaines conditions. On n'obtient pas des rapports de triangles semblables n'importe comment. Voilà, il y a des conditions et ces conditions, ben, c'est des propriétés conservatives qui sont cachées derrière tout ça en fait. Et donc la conservation permet de trouver voilà, d'autres propriétés qui sont liées à la conservation des, je veux dire, des distances, des angles, des ci et de là, voilà, qui font que fatalement on retrouve de nouvelles propriétés de rapports qui sont tout à fait logiques, puisque en fait, si vous construisez quelque chose sur base de conservation, mais en finalité, vous allez trouver quelque chose de, on va dire, de mathématique, de judicieusement trouvé par rapport à des hypothèses émises qui sont, je veux dire,
qui vont vous amener vers justement ce rapport. Ce rapport provient, je veux dire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de propriétés, je veux dire, toutes faites. Voilà. Donc, n'allez pas voir ça de quelque chose de magique, il n'y a rien de magique là-dessus, c'est tout simplement parce qu'en fait, les propriétés, on va dire, qui sont conservatives, qui sont, on va dire ordonnées, pour moi, tout ce qui est conservatif, pour moi, c'est ordonné, mais va ramener vers quelque chose d'ordonné, va ramener vers quelque chose d'ordonné, dont l'ordre ne peut ramener qu'à l'ordre. Voilà. Par contre, si vous construisez n'importe quoi, là, on est dans le désordre. Vous pouvez avoir un ordre, mais sans l'avoir fait exprès. Vous pouvez construire quelque chose dans le désordre et avoir des rapports. Ben, pourquoi pas. Alors, donc, de l'ordre, on peut avoir de l'ordre. Du désordre, on peut avoir de l'ordre, mais c'est déjà plus rare. Et de l'ordre, bien sûr, on peut avoir du désordre. Voilà. Bien sûr, de l'ordre, on peut avoir du désordre, fatalement. Donc, on a tous les cas de figure. Voilà. Mais quand on a de l'ordre, on peut avoir du désordre. Hein, mais ce qui est déjà un peu plus rare. Parce que normalement, l'ordre va engendrer de l'ordre. L'ordre va engendrer de l'ordre. Si vous mettez de l'ordre dans une habitation, mais c'est voilà, c'est pour ramener les choses vers un certain ordre, et pas pour ramener les choses vers un désordre. Donc bon, mais il peut y avoir un désordre par après, un désordre qui peut revenir. Mais là, c'est pas encore la même chose. Bon, l'ordre de la maison et l'ordre voilà, géométrique, c'est pas encore tout à fait, je veux dire, semblable. On peut pas discuter d'ordre, voilà, des forces de l'ordre ou de l'ordre d'arrangement d'une habitation ou de l'ordre euh, physique, bon, ça n'a plus rien à voir. Ici, moi, je suis dans l'ordre géométrique. L'ordre géométrique ne peut qu'apporter, je veux dire, un certain ordre, c'est-à-dire de nouvelles propriétés en relation avec les propriétés préliminaires ou les hypothèses préliminaires. Ça peut ramener voilà. En géométrie, c'est comme ça. Un ordre va ramener un ordre. Bon, maintenant, les autres cas de figure d'ordre, c'est en fonction en fonction de. Hein, si je prends par exemple l'ordre dans une habitation, ben, on peut avoir de l'ordre qui peut ramener à de l'ordre qui peut ramener au désordre, de l'ordre qui peut ramener, voilà, un désordre qui peut ramener à l'ordre et un désordre qui peut ramener encore plus de désordre. Voilà, ça c'est, et pour les forces de l'ordre, c'est un peu la même chose. Un pouvoir peut ramener de l'ordre au travers bon, du service d'ordre, mais un service d'ordre peut ramener le désordre. On va ramener le désordre. La force de l'ordre peut ramener le désordre. Voilà. Mais un désordre peut être ramené à l'ordre comme au niveau politique et au niveau toujours politique. Un désordre peut ramener à un désordre plus grave. Un désordre peut ramener à de l'ordre, un ordre peut ramener à des ordres et l'ordre peut ramener à de l'ordre. Voilà, il y a toutes les cas de figure. Voilà. En géométrie, normalement, un désordre où il n'y a pas de propriété géométrique, tout était construit sans, sans propriété géométrique, et bien fatalement, c'est ce qu'on appelle j'appelle moi ça un désordre, mais fatalement, vous ne sortirez pas grand chose de ça. Vous aurez un désordre. À moins que d'une chance, vous avez trouvé des propriétés, voilà, vous avez des propriétés, par chance, là, du désordre vous ramener à l'ordre. Alors à ce moment-là, il faudra une démonstration qui fera appel à des propriétés qui est de l'ordre. Donc si vous n'avez pas de propriété pour tout démontrer ce que vous avez vu, c'est que quelque part, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Vous ne savez pas démontrer via des propriétés, mais vous avez trouvé quelque chose. Donc il y a quelque chose, là, on ne trouvera pas personne ne trouvera à votre place, ni vous-même, parce que je veux dire, si vous n'avez pas de propriété pour démontrer, je ne vois pas comment vous allez démontrer quelque chose qui proviendrait de voilà de n'importe quoi. Vous avez trouvé des propriétés, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Voilà. Et en fait, moi, quand j'appelle propriété, c'est toutes des définitions. Il faut à la base des définitions, des propriétés déjà acquises ou établies par des scientifiques ou des mathématiciens, ou peu importe, ou des géomètres, ou peu importe ce qu'on appelle ça. Mais je veux dire, une fois qu'on a mis en place des définitions des propriétés, là, à ce moment-là, on peut aller chercher ces propriétés, ces définitions, pour, je veux dire, retrouver de nouvelles propriétés ou de retrouver de nouvelles définitions par rapport à par rapport à de l'existant, créer du nouvel existant grâce à l'existant, grâce à un ordre de l'existant, créer de l'existant ordonné. Voilà. Sachant que les mathématiques sont ordonnées. Hein. Si vous n'avez pas de bord en mathématiques, si vous n'utilisez pas les propriétés, si vous ne faites pas appel aux propriétés, voilà, les mathématiques, c'est justement
quelque chose de très ordonné. Donc, je veux dire, vous partez sur l'autre. Moi, quand je fais mes démonstrations ici, je pars par rapport à des choses, dire propriétés connues qui vont engendrer une nouvelle propriété. Ben, voilà. Donc, ou des propriétés connues qui ramènent à je veux dire, des cas de figure bien précis. Ou des propriétés connues qui vont ramener, je veux dire, euh, à un fait démontrable. Bon, tout n'est pas démontrable, mais généralement, beaucoup de choses sont démontrables. Voilà. Il y a très peu de choses qui sont peu démontrables. Et voilà, en espérant qu'elles finiront par être démontrées un jour, mais je veux dire, c'est comme ça. Là, on retrouve sur Internet des démonstrations de certaines personnes mettent des démonstrations qui ont mis depuis des années, je veux dire, et que personne n'a trouvé. Voilà, personne n'a trouvé. Ou alors elles ont été trouvées par des méthodes biscornues ou des trucs comme ça, pour dire qu'on a trouvé quelque chose, mais en fait, n'ont pas encore été démontrées. Voilà, il y a des grands scientifiques comme ça qui ont posé certaines donnes à d'autres scientifiques que les personnes n'ont su trouver. Et que même le scientifique qui a posé ça n'a pas su trouver. Donc il a fallu, je veux dire, c'est cours en cours de recherche. Et bon, s'il y a quelqu'un qui trouve, ben, dire, il risque de recevoir une prime s'il a une solution, je veux dire, à un problème posé depuis l'entame de certaines voilà, mathématiques. Voilà. Ceci étant dit, je vais arrêter la vidéo ici. Et sachez que s'il y a des jeux de proportion, c'est pas pour rien. C'est qu'il en ressort de quelque chose grâce aux propriétés fondamentales et qu'on a ce jeu de parallélisme grâce à, enfin, ce jeu de, de rapport grâce au jeu de parallèle ou de la présence de ce fameux triangle semblable qui sont, voilà, qui sont en présence. Triangle semblable provenant de jeux de parallèle ou triangle semblable ne provenant pas forcément de jeux de parallèle. Voilà. Mais on a à coup sûr des triangles semblables ou des jeux de parallèle. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a des rapports de sections identiques, donc fatalement des jeux de rapports entre les segments. Voilà, je vous remercie.